pourquoi les Français en Israël se font avoir par les banques? Moi, je voudrais que tu nous parles du choc de la culture bancaire. Qu'est-ce qui surprend le plus un Français lors de sa première expérience bancaire en Israël? En effet, nombreux sont les Français qui, en arrivant en Israël, vont ouvrir un compte et découvrent au fur et à mesure la vie bancaire et la culture israélienne à travers leur compte en banque et découvrent tous ces aspects, plaisants et moins plaisants, et du coup viennent nous voir en nous disant comment je peux régler tous ces problèmes-là. Donc c'est, j'espère, ce dont on va discuter aujourd'hui. Est-ce que le fonctionnement des banques est fondamentalement le même en France et en Israël ou complètement différent? Alors, évidemment que deux pays différents, deux cultures différentes, deux modes de fonctionnement différents. Il faut savoir que le mode de fonctionnement israélien, Israël étant un petit pays avec une situation géopolitique complexe, avec, Surtout, il y a plus de 80 nationalités. Aussi. Avec de l'argent qui vient de beaucoup d'endroits dans le monde, ouais. D'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, et de différents endroits. Si je puis me permettre, parce que ton conseiller bancaire, il ne va pas forcément être français. Il peut être sud-américain, il peut être russe, il peut être américain, anglophone. Enfin, donc il y a vraiment un choc de culture. Il y a d'abord 99% du temps, ce sera un Israélien, oui. Un bon Israélien avec les mœurs, on va dire, israéliennes pour rester gentil. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, encore une fois, l'argent vient de partout dans le monde. Israël fait partie de l'OCDE, donc ils doivent appliquer des normes sur de l'argent qui vient de systèmes fiscaux et légaux complètement différents à Israël, qu'ils ne comprennent pas, et sur lesquels ils doivent appliquer bêtement des normes. Donc évidemment, entre l'Israélien qu'on a en face de nous, qui n'a pas très envie de comprendre et qui ne va pas chercher plus loin, et les modes de fonctionnement en eux-mêmes qui sont déjà très compliqués, le système bancaire israélien, c'est parfois un labyrinthe. Donc il y a un vrai décalage. Alors on va parler des frais bancaires. Pourquoi est-ce qu'on parle autant des frais cachés ou difficiles à anticiper dans les banques israéliennes? Alors il faut savoir plusieurs choses. La première chose, c'est que si on regarde le total des frais bancaires, les banques israéliennes sont onéreuses, certes, mais pas tant qu'on l'imagine. La principale différence entre la France et Israël, c'est qu'en Israël, il va exister une multitude de petits frais auxquels on ne s'attend pas. Des frais de réception d'argent, par exemple. On n'a jamais vu dans aucun pays une banque qu'on doit payer pour qu'elle reçoive notre argent. Les banques israéliennes, il faut savoir qu'il existe des frais de réception de fonds. À l'intérieur du pays ou depuis l'étranger? Peu importe. Il existe des frais. La banque israélienne reçoit des fonds. Si c'est à l'intérieur du pays, ces fonds vont être quasiment nuls. Si c'est de l'argent qui vient de l'extérieur du pays, la banque va appliquer des frais. Alors ce ne sera pas des milliards, ce sera toujours quelques dizaines de shekels, mais malgré tout, on ne s'attend pas et on n'a pas toujours la compréhension de ces frais. Est-ce que la récente réforme du plafonnement des frais, est-ce qu'elle est vraiment appliquée? Est-ce que ça a changé quelque chose pour les particuliers? Alors, pour revenir sur le point précédent, c'est là la différence fondamentale entre les banques israéliennes et les banques françaises. En France, on a des frais génériques. En Israël, chaque petite action va avoir des frais. Donc, ce qui va se passer, c'est chacun de ces frais en lui-même va être plafonné. Mais évidemment que additionner un à un, au final, on se retrouve avec des sommes importantes en frais. La récente réforme du plafonnement des frais bancaires est-elle vraiment appliquée? Est-ce que ça a changé vraiment quelque chose pour les particuliers? Alors, comme je l'expliquais, oui et non. Maintenant, chaque frais est plafonné. Donc, chaque fois que je vais payer un frais, sur cette action-là et sur ce frais-là, je vais avoir un plafond. Le problème, c'est la multitude de petits frais que je vais payer. Et donc, dans cette multitude additionnée, même si à chaque fois les montants sont faibles, au final, le montant peut être important. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je veux virer de l'argent depuis la France vers Israël. Donc, j'envoie mon argent, je fais mon transfert depuis la France. Première chose, il y a des frais de transfert qui sont des frais internationaux, qui sont des frais SWIFT. Je peux décider de les payer en France, je peux décider de les payer moitié-moitié ou je peux décider de les payer en Israël. Si je ne fais pas attention, il y a de fortes chances qu'il me soit prélevé une fois l'argent arrivé en Israël. Une fois cet argent arrivé en Israël, je paye un deuxième frais. C'est des frais de réception d'argent, de fonds. Donc je vais payer ces frais-là. À chaque fois, on parle de 0,1%, mais 0,1 plus 0,1 plus 0,1, à la fin, ça fait des sommes importantes. Ensuite, donc j'arrive, je reçois des euros. Ensuite, je vais faire changer mes euros en shekels. Là, va s'appliquer des frais de change. Mes frais de change, il faut savoir qu'en Israël, la norme, c'est que c'est 0,19. Encore une fois, ces frais-là, je peux les négocier. Mais si je ne les ai pas négociés en amont, une fois que je fais mon action, c'est trop tard.
Donc je vais payer 0,19. Puis, dans le change en lui-même, la banque va forcément prendre sa commission. Et donc, à la fin, sur un change, où par exemple, à l'époque où on était… taux de change, hein, En plus du taux de change. Ça veut dire que quand on était à l'époque, je vais prendre un exemple, à l'époque où on avait du 1 pour 4, donc je virais 100 euros, j'avais 400 euros. À la fin… 100 euros. Pardon, je virais 100 euros, je me retrouvais avec 400 shekels. En vérité, à la fin, au lieu d'avoir 400 shekels, j'avais 385. J'avais 15 shekels qui avaient disparu. Alors 15 shekels en soi, si je les décompose, c'est chaque fois, c'est 1, 3, 4 shekels à chaque fois. Mais le tout additionné, c'est 15 shekels de différence, c'est une grosse somme. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est mieux dans ma poche que dans celle de la banque. On est d'accord. Ok, maintenant parlons du crédit. Quels sont les pièges? Quelles sont les surprises? Alors pareil, aujourd'hui, il faut savoir que la banque… Déjà, est-ce que c'est aussi facile, crédit immobilier en général, est-ce que c'est aussi facile à obtenir qu'en France? Alors c'est même, paradoxalement, à situation équivalente, ça va être plus facile d'obtenir un crédit en Israël. Justement pourquoi? Parce que dans les modalités de crédit, il faut savoir qu'en Israël, contrairement à la France, en France, quand je vais faire un crédit à la banque, j'ai une formule de crédit. C'est le crédit fixe. Je paye toute sa durée, la même chose tous les mois. En Israël, il existe des dizaines de formules qui chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc quand je vais tout seul à la banque va faire en sorte de me proposer le crédit sur lequel elle va prendre la marge la plus importante. Ça veut dire quoi? Elle va regarder mes revenus. Elle va dire qu'est-ce qui rentre tous les mois, d'après les normes de la Banque d'Israël. Et en fonction de ça, je ne vais pas forcément donner la formule la meilleure, mais je vais donner la formule sur laquelle j'ai le plus de marge. Sur lesquels ils sont les plus rentables. Exactement. Et à la fin, je me retrouve avec des crédits horribles. Et avec des choses, avec un capital de mon crédit, j'ai emprunté 100 et je me retrouve 5 ans après, 5 ans où j'ai payé tous les mois mon crédit, à devoir 120 à la banque. Et donc j'ai eu mon crédit facilement, je me dis ah c'est génial, j'ai eu mon crédit facilement. Mais je me retrouve dans une situation où ma situation s'est empirée et elle est plus compliquée aujourd'hui à gérer qu'il y a 5 ans quand j'ai fait mon crédit. Ok. Et est-ce qu'on peut faire confiance à son conseiller bancaire lors de la négociation d'un crédit? C'est comme tout. Le conseiller bancaire, il représente la banque. Il représente les intérêts de la banque. Loin de moi l'idée de dire que c'est des gens malhonnêtes. 99,9% d'entre eux, c'est des gens absolument honnêtes, absolument droits, qui font très bien leur travail. Ils appliquent des règles qui ne sont pas à l'avantage du client, en fait, c'est ça? Mais à la fin, même pour aller un peu plus loin, eux, ils ont des objectifs à remplir. Ah. Des objectifs en termes de montant débloqué et en termes de marge de crédit. Et donc forcément, si je n'ai pas fait attention, si je ne suis pas rentré dans les détails de mon crédit ou dans les détails de mes transactions, à la fin, le banquier, il va appliquer les normes de façon stricto sensu, sans jamais aller dans mon avantage. Si je crée une relation avec lui, si je négocie, si je sais regarder et comprendre ce qu'il me montre, alors dans ce cas-là, j'ai une négociation qui s'entame avec lui et j'ai une relation de confiance qui peut s'entamer avec lui. Mais si je ne comprends pas, lui, il va juste appliquer bêtement et méchamment ce qu'on lui a dit de faire. Alors Salomon, moi je voudrais savoir, en résumé, entre les pièges et les surprises, quels sont les obstacles les plus fréquents pour les Français? Alors, les obstacles. La première chose, c'est la culture. Quand je me retrouve face à un Israélien et que je ne parle pas l'hébreu, je ne maîtrise pas la langue et je ne maîtrise pas la culture, ma négociation va forcément être plus compliquée. Je te donne un exemple courant. En France, si je suis mécontent de mon banquier, je peux crier. Et le client étant toujours roi, le banquier va s'écraser. En Israël, si je me présente à la banque et que je me mets à crier, le banquier, il va en rajouter. Et au bout de 5 minutes, il va appeler la sécurité, il va leur demander de me sortir de la banque. Et donc, j'ai tout perdu. J'ai zéro négociation, zéro entente et en plus, j'ai dégradé la relation avec mon banquier. T'exagères un petit peu ou pas du tout? Absolument pas. Ça m'arrive très souvent de devoir accompagner des clients à la banque pour des actions auxquelles je n'ai aucun rapport, pour éviter que le client s'énerve et dégrade sa relation avec son banquier, ce qui va nuire tout le reste du process, que ce soit pour un crédit, que ce soit pour du transfert d'argent, pour du placement d'argent. Si la relation avec le banquier n'est pas bonne, à ce moment-là, je vais perdre sur tous les points de vue. Donc, il faut faire très attention. Donc, la première chose, le premier obstacle, c'est la culture. Comprendre que je ne dois pas agir et me comporter comme un Français, puisque la culture israélienne est très différente. Et que donc, si je veux montrer les bras… Et difficile à appréhender aussi. Et difficile à appréhender. Donc, si je veux montrer les bras, par exemple, la personne en face de moi va essayer de montrer les bras plus que moi. Donc, ça ne sert à rien.
La deuxième chose, c'est la lourdeur administrative. En Israël, Alors justement, parle-nous de l'administratif. Il y a des lourdeurs, il y a des blocages, il y a des procédures. alors, en Israël, depuis que Israël fait partie de l'OCDE, ont été mis en place un nombre incroyable de procédures administratives que le banquier est obligé de remplir. Donc chaque fois, si je ne me plie pas à ces lourdeurs administratives, même si c'est lourd pour moi, même si c'est embêtant, même si je dois répéter 10 fois la même chose, alors je vais être bloqué à un moment ou à un autre. Donc il va falloir faire ça. Je mets juste un petit bémol. Mon banquier n'est pas mon ami. Donc si mon banquier n'est pas mon ami, et ce n'est pas mon confident, et ce n'est pas mon psychiatre. Donc je n'ai pas besoin de lui raconter toute ma vie et lui donner tous les détails de ce que je fais dans ma vie. Moins je donne d'informations au banquier, mieux c'est évidemment. Parce que toutes les informations que je lui donne sont enregistrées, notées, remontées. Elles font l'objet de divulgation si besoin est. Donc je donne le moins d'informations possible. Donc là, ça devient une masterclass. Hein. On va nous donner beaucoup d'informations. J'essaye. En revanche, sans donner trop d'informations, je dois me plier aux procédures. Si le banquier me dit « je veux que vous remplissiez tel formulaire avec la déclaration d'argent » et que je dois donner le formulaire avec la déclaration qui me dit « mais en plus, je veux une attestation de votre expert comptable », c'est lourd parce que c'est 2 fois la même chose. Malgré tout, il n'y a pas le choix. Le banquier doit donner ces papiers-là. Donc, plus je me plie à ce genre de choses, sinon c'est bloqué en fait. Sinon, je vais me faire bloquer. Et donc, je peux m'énerver avec mon banquier. Encore une fois, je vais ne faire que dégrader ma relation avec lui. Et il n'y est pour rien le pauvre dans cette histoire. Donc, j'ai intérêt à me plier à ses demandes. Pourquoi est-ce qu'il y a certains comptes qui peuvent se retrouver gelés, on va dire, du jour au lendemain, sans raison apparente? Ça arrive régulièrement. Alors, il y a 3 principales raisons de geler un compte. La première, c'est parce que pendant 6 mois d'affilée, je n'ai pas répondu à mon banquier. S'il n'a eu aucun contact avec moi pendant 6 mois, un contact, je n'ai pas besoin d'aller boire un café avec lui. Hein. Un contact, j'ai envoyé un mail, j'ai envoyé un message, ça me suffit largement. Mais si pendant 6 mois, mon compte, il n'a pas eu d'échange avec mon banquier, mon compte devient ce qu'on appelle… Tu parles de compte actif ou de compte inactif? Ou peu importe? Peu importe. Si le compte est actif et je fais des mouvements bancaires, alors ça ne va pas arriver. Par contre, si mon compte est actif dans le sens où je reçois des chèques et j'ai des virements automatiques qui partent, je n'ai pas fait d'action sur mon compte. Donc le banquier peut choisir de le mettre ce qu'on appelle en palate. Et donc en palate, il va prendre l'argent, il va bloquer le compte. Et alors à ce moment-là, il faudra que j'aille physiquement à la banque pour demander le déblocage du compte. Ça, c'est la première raison. Et donc tous mes accès Internet et tout va devenir compliqué. Il n'y a pas de suspicion particulière? Non, ce n'est pas de suspicion. C'est que comme c'est un pays avec beaucoup de résidents étrangers qui ont des comptes, si je n'ai pas accès aux clients, au bout d'un moment, le banquier, il ne peut pas garder ce compte à sa charge. Et donc, il le met dans un truc un peu particulier qui s'appelle le palate et qui dit vas-y, gère-toi tout seul. Et les clients qui vivent à l'étranger? C'est pour ça que je parle précisément pour les clients qui vivent à l'étranger, d'autant plus. Les clients qui vivent en Israël, en général, ont des contacts à un moment ou à un autre avec leur banquier. Les clients qui vivent à l'étranger, les clients qui voyagent beaucoup, ont souvent des problèmes, des difficultés à se joindre, à rentrer en contact avec leur banquier. Si au bout de 6 mois, il n'y a pas eu de contact entre le banquier, alors suivant les banques, des fois c'est un peu plus long. Si le banquier vous connaît, sait que vous voyagez, alors il peut choisir d'allonger un peu cette période. Mais s'il ne vous connaît pas plus, vous avez ouvert le compte, vous avez disparu, il peut décider de mettre le compte en palate. Et le compte en palate, encore une fois, c'est le compte qui s'autogère, qui est en mode automatique, en pilote automatique. Ce n'est pas très grave, il faudra juste venir à la banque demander à ce que le compte soit réactivé. Donc le compte est gelé en fait? Le compte est gelé. Mais on continue à avoir des transferts ou pas? On continue, l'argent il peut être prélevé dessus tous les mois. Je peux avoir des chèques qui sont encaissés dessus automatiquement. Je peux avoir plein de choses comme ça. Juste, je ne peux pas faire d'action directe et le banquier ne fait pas d'action directe sur mon compte. Donc s'il y a un prélèvement bizarre qui passe, il sera rejeté. S'il y a un truc un peu qui n'a pas été prévu et qui rentre dans le pilote automatique, alors il n'aura pas lieu. La deuxième raison pour laquelle un compte peut être gelé, c'est parce que, pour en revenir à la question précédente, je ne me suis pas plié aux mesures administratives. Le banquier m'a demandé un document, j'ai râlé, je n'avais pas envie, je ne l'ai pas fait. Le banquier, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, légalement, le banquier, pour ne pas être mis en défaut vis-à-vis de sa hiérarchie, peut décider de geler le compte en attendant que j'ai répondu à toutes les questions administratives. Donc c'est pour ça, encore une fois, pour être en bonne relation avec son banquier, quand il nous demande des papiers, on lui remet. La troisième raison, c'est pour un virement suspicieux. J'entends de l'argent qui rentre, des grosses sommes d'argent qui rentrent sans aucun lien direct, de l'argent qui sort
qui rentre et qui sort, sans que ce soit des grosses sommes, mais de façon, un compte est rentré l'argent est rentré de ma société, puis il est reparti chez mon frère, puis il est reparti chez ma belle-sœur, et il trouve qu'il y a des mouvements bizarres. Le banquier peut décider de geler le compte le temps de démêler tous ces nœuds-là. Encore une fois, c'est des directives de l'OCDE. Donc la banque doit s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, que le compte, ce qui s'appelle un cheshbon tsinor en hébreu, ça veut dire que ce n'est pas juste un compte pour blanchir l'argent, pour faire rentrer l'argent propre et le faire ressortir. Donc il doit s'assurer de tout ça. Donc dans ce cas-là, s'il a une suspicion, il peut choisir. De même façon, si j'ai donné trop d'informations à mon banquier, je vais donner des exemples très simples, on en a beaucoup. Si j'ai déclaré à mon banquier que j'étais suédois, mais que la seule façon pour lui de me joindre, Vous n'avez pas l'air suédois. c'est de m'appeler sur un téléphone marocain. Et il va dire, attends, la Suède et le Maroc, je ne vois pas le rapport. Attendez, qui fait ce genre d'analyse? Moi, client de la banque, j'ai déclaré à la banque que j'étais suédois. Mais que mon numéro de téléphone, c'est un numéro marocain. Et donc, chaque fois que je l'appelle, lui voit mon numéro qui s'affiche, c'est un numéro marocain. Chaque fois qu'il veut me joindre, quand il essaye de me joindre en Suède, je ne réponds pas. Quand il essaie de me joindre au Maroc, je réponds. Il va dire, oh là là, c'est bizarre, il n'est pas suédois ce client. Et donc, il peut décider par suspicion de geler le compte. Donc, il faut faire attention, encore une fois, pas trop donner d'informations, mais donner suffisamment d'informations à son banquier pour qu'il comprenne qui je suis et quel est l'argent que je vire sur ce compte. Alors, vous avez parlé des transferts un petit peu suspicieux. Qu'en est-il des destinations? On sait qu'il y a des destinations qui posent problème lors de la réception d'argent ou l'expédition d'argent. Pour un Israélien, aujourd'hui, j'ai plus tellement de problèmes. En revanche, pour un résident étranger, j'ai souvent ces questions-là. Un résident étranger, un Français qui aurait de l'argent en Israël, qui voudrait l'envoyer à Dubaï ou l'envoyer dans une autre destination, il faut savoir que la banque ne le fera pas et ça va lever des suspicions. Donc, savoir que l'argent d'un Français en Israël doit toujours être renvoyé en France. Il ne peut pas être dirigé vers une autre destination que la France. De la même façon, l'argent d'un Américain en Israël sera toujours jamais renvoyé dans un autre pays. On parle de quelqu'un qui a la nationalité israélienne ou pas? Non, on parle de quelqu'un qui est résident étranger. Qui est résident étranger. Un Israélien aujourd'hui qui souhaite faire un virement, dans tous les pays qui ont des accords avec Israël, il n'y a plus aucun problème à faire un virement. Si je veux envoyer, moi Israélien, moi Salomon Atia qui suis israélien, si je veux faire un virement à Dubaï, j'ai pas de problème. Si je veux faire un virement au Bahreïn, j'ai pas de problème. Si je veux faire un virement au Maroc, j'ai pas de problème. Si je veux faire un virement en Arabie Saoudite, alors là, ça peut bloquer. Pour le moment. Pour le moment. Et pour la réception? Pour la réception, de la même façon, à partir du moment où l'argent vient d'un pays différent de celui où j'ai ma résidence fiscale, ça peut lever des suspicions. Maintenant, il arrive qu'un Français, pour prendre l'exemple, l'Europe étant l'Europe. Mettons qu'un Marocain, je vais prendre un exemple concret. Mettons qu'un juif marocain décide d'acheter un appartement en Israël. D'après ce que je sais, c'est extrêmement compliqué. Pourtant, le Maroc fait partie des accords d'Abraham. Alors le Maroc est un peu différent parce que le Maroc, il existe une loi au Maroc qui interdit aux Marocains de détenir des propriétés ou des valeurs financières en dehors du Maroc. Donc pour un Marocain, c'est un peu différent. C'est un cas particulier. Qui est lié au Maroc. En fait. Qui est lié au Maroc. Maintenant, si un Français avait de l'argent à Dubaï qu'il voulait envoyer en Israël, alors il faudrait anticiper ça en justifiant que cet argent-là à Dubaï ait bien été déclaré au fisc français, que le Français a connaissance non seulement des sommes, mais aussi de l'existence de ce compte. À partir du moment où on est capable de justifier ça, c'est un peu plus lourd, mais a priori, on devrait pouvoir faire passer l'argent. C'est de l'argent propre, en fait. Exactement. Ok. Maintenant, choc des cultures au quotidien. Vous avez expliqué un peu les différentes attitudes des banquiers en Israël par rapport à la France. Le service client. Moi, je voudrais qu'on parle du service client parce que parfois, c'est un petit peu abrupt, on va dire. Absolument. Alors, c'est un des principaux points d'achoppement des Français en Israël. Abrupt ou désinvolte. Moi, j'ai analysé les deux situations. Soit on ne comprend pas la réaction, ce coup il se met à crier, on ne sait pas pourquoi, ou d'autres fois, c'est du genre foutisme, quoi. Clairement, on peut appeler ça comme ça. Absolument. Alors,
Il faut comprendre qu'en Israël, plusieurs choses. D'abord, à l'intérieur d'une même banque, pas d'une même agence, mais d'une même banque, au sein de la Mizrahi de Fahot, au sein de la banque Leumi, au sein de la banque Discount, au sein de la banque Apoalim, il existe des services premium et des services normaux. La différence étant qu'un banquier en banque classique doit gérer 2500 clients, là où un banquier en premium gère, suivant la taille de son portefeuille, entre 400 et 650 clients. Donc déjà, on a un rapport différent avec le banquier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le banquier est noté sur un certain nombre de choses. Par exemple, il est noté sur la rapidité de réponse aux messages envoyés par la messagerie interne de la banque. J'entends, si je me connecte à mon application et que j'envoie un message, le banquier a 4 heures pour me répondre. 4 heures ouvrées. Évidemment que si je lui envoie 10 minutes avant l'heure de la fermeture, je n'aurai pas la réponse le jour même, j'aurai la réponse le lendemain, mais c'est 4 heures ouvrées. En revanche, le banquier n'est pas noté sur son temps de réponse au mail, sur son niveau de réponse. Alors, il est noté sur le nombre d'appels qu'il reçoit et qu'il décroche tous les jours, mais il n'est pas noté sur le nombre de fois où il a répondu à ses clients. Je m'entends de façon très perverse, et je l'ai vu, un banquier qui voudrait faire augmenter sa note de réponse au téléphone passerait sa journée à s'appeler lui-même, à se répondre au téléphone, à dire oui, oui, au revoir, à raccrocher, et il aurait une note incroyable de réponse au téléphone. Parce qu'on aurait l'impression qu'il répondra à tous les appels au téléphone, alors qu'il n'a répondu à 0 client. Il n'a répondu à aucun client. Donc, tout ça pour dire que le meilleur moyen d'obtenir une réponse et une action de la part de son client, c'est de lui envoyer un message à travers la messagerie interne. Banquier, vous voulez dire. À son banquier, pardon. À son banquier, c'est à travers la messagerie interne. Dans les banques premium, le mail et le téléphone marchent très bien. Dans les banques classiques, La messagerie. que la messagerie. Le téléphone et le mail ne marchent pas du tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je me présente chez mon banquier, si je suis en premium, alors il a un peu de temps à m'accorder, donc il va s'asseoir avec moi. Si je suis en banque classique, qu'on soit très clair, je suis en banque classique. Le banquier, il n'a pas le temps de s'occuper. Il a 2500 clients, il ne peut pas les recevoir toute la journée. Donc si j'y vais, si je n'ai pas rendez-vous, il ne me reçoit pas. Une fois sur deux. 9 fois sur 10, il ne me reçoit pas. Si j'ai rendez-vous, il me reçoit, mais il a 5 minutes pour écouter ce que j'ai à lui dire, et ça ne l'intéresse pas, parce qu'il n'est pas noté du tout sur le temps qu'il passe avec moi, et qu'en plus, le temps qu'il passe avec moi, c'est le temps qu'il ne met pas à traiter, qu'il perd pour traiter les messages qu'il reçoit sur l'application interne de la banque. Donc globalement, il n'en a rien à faire. Donc la notion de service n'existe pas. Donc la notion de service n'existe pas, en face à face, en physique. Et dernière chose, culturellement, les Israéliens, on le sait, ils sont comme ça. Si je m'amuse à montrer les bras avec un Israélien, il va montrer les bras plus fort que moi. Donc si je rentre en conflit ouvert avec un Israélien, il ne baissera jamais les yeux devant un conflit. On peut changer de banquier, de conseiller bancaire? On peut changer. Honnêtement, le nouveau qui va nous récupérer, il va se dire, oh là là, s'il est parti de l'ancien, c'est que c'est un embêteur. Tu conseilles, je pense que tu vas me dire oui, mais tu conseilles d'avoir plusieurs comptes en banque. Alors, donc la première chose, juste pour en revenir, pour finir le dossier précédent, le plus important, c'est d'être en capacité d'envoyer des messages si j'ai besoin de quoi que ce soit, j'envoie un message sur la messagerie interne. Ensuite, pour les comptes en banque, il y a plusieurs notions. En Israël, quand on n'a pas payé une amende ou quand on doit de l'argent à l'État, l'État peut demander ce qu'on appelle un e-cool, un blocage. Tous mes comptes vont être bloqués en même temps. C'est la Banque d'Israël qui fait cette action-là. Tous mes comptes, toutes mes cartes. Donc d'avoir plusieurs comptes ne sert à rien. En revanche, si je commerce et je transfère beaucoup d'argent depuis l'étranger, si j'ai un compte, quand cette banque-là va se poser des questions, elle peut me le bloquer et me le geler. Et je peux me retrouver embêté. Surtout si j'ai des mouvements fréquents avec l'étranger, je peux me retrouver bloqué. Donc il faut, dans le cadre de professionnels qui font beaucoup de transferts avec l'étranger, je conseille toujours d'avoir au moins 2 comptes dans 2 banques différentes. Pas 2 agences, mais 2 banques différentes. D'avoir un à la Discount et un à la Mizrahi, un à la Leumi et un à la Discount, etc. Pour gérer. En revanche, pour les gens qui vivent en Israël, qui ont moins de transferts, il vaut mieux avoir un seul compte et peser financièrement un peu plus auprès de son banquier que d'avoir des comptes éparpillés qui ne valent pas grand-chose chacun. Très bien, d'accord. Pour conclure, donc vous nous avez cité les idées principales reçues sur les banques en Israël. Un conseil clé à retenir pour tous les Français? Alors le conseil clair, il tient en 3 mots.
on n'est pas en France. Donc il faut comprendre ça. Il faut se faire accompagner si on a besoin au début, Ce que le vous temps de faites, comprendre n'est-ce comment ça pas? marche. Exactement. Le temps de comprendre comment ça marche. Ou alors avoir beaucoup de patience et comprendre qu'en face de nous, on n'a pas une machine, on a un humain qui a une culture différente de la nôtre. Je crois aussi que beaucoup de Français, quand on parle d'accompagnement, ils voient ça comme un... C'est culturel là aussi chez les Français, ils voient ça comme un coût supplémentaire. En réalité, vous faites gagner de l'argent aux gens. En vérité, quand on leur fait gagner de l'argent, on leur fait gagner du temps. Et je pense que le défaut chez les Français, souvent, c'est de ne pas se rendre compte à quel point le temps, c'est de l'argent. Donc si je dois passer 10 heures sur un truc ou payer 200 shekels, le calcul est vite fait. Évidemment, évidemment. Merci beaucoup Salomon. Avec plaisir, à très bientôt.